ils se l'appropriaient et ils répondaient de façon plus ou moins personnelle. Donc certains, la semaine dernière, deux ont décidé de répondre de façon linéaire. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera un peu plus particulier. Donc, voilà. Donc le questionnaire est là, en fait. Le questionnaire ne porte pas sur la production de l'architecte, mais bien plus sur son parcours personnel, sa formation, ses désirs, ses aspirations, et puis bien sûr ses déceptions aussi. Hein. Donc voilà, je vous en fais passer, il y en a une trentaine d'exemplaires, quoi. Puis après, il y aura peut-être un texte, je crois, pour la suite. Donc je vous le fais passer, vous pouvez en prendre un pour vous. Voilà. Donc on commence. Maintenant. Ah, c'est là? Alors, combien de temps je dispose? Une demi-heure, ce serait. Une demi-heure? Waouh, va falloir faire fort. Bon, donc, non, non. Alors, bonsoir à tous. Ça, d'accord. Bon, tout d'abord, moi, je tenais à remercier les étudiants qui m'ont invité à participer à ces journées de l'architecture. D'habitude, quand je suis dans cette école, c'est plutôt pour commenter, corriger, évaluer, juger les projets des étudiants. Donc, c'est pour moi peut-être l'occasion d'inverser les rôles et donc de vous donner l'occasion de voir aussi ce que moi je peux produire du côté de l'architecture et que ce n'est pas toujours dans le même sens que les choses doivent se faire. Alors, vous avez vu la première photo que je vous ai montrée, c'était Zoé. Et donc, Zoé, c'est celle qui travaille le moins à l'agence. Mais par contre, elle a une parfaite connaissance de tous les dossiers. Elle est à l'affût de tous les mouvements de souris. Et ça lui arrive même de passer des nuits entières sur certains dossiers. Chose que moi, je ne fais jamais. Et je suis vraiment désolé parce que je n'ai pas les photos de Marie-Josée, j'ai pas les photos de Caroline, j'ai pas les photos de Laurent, j'ai pas les photos de Laurence, j'ai pas les photos de Florian, mais tous ces gens-là, il y a juste une personne qui ici est dans la salle, qui est Nobuko, qui a participé à ces projets, et donc ces gens-là, bien sûr, sans eux, rien n'existerait de ce que je pourrais vous montrer ce soir. Alors, quelques mots sur mon parcours. Donc moi, je suis effectivement diplômé de l'école d'architecture de Nancy. Donc je vais être assez court sur mon parcours parce que finalement je m'aperçois que c'est plutôt un public d'étudiants, donc certains d'entre vous me connaissent forcément. Et donc diplômé, j'ai fait mes études à Nancy dans les années 70, donc une période qui était quand même une période surtout d'interrogation par rapport à l'architecture, puisque à cette époque-là on se demandait comment la définir, comment la faire, comment l'enseigner également surtout. Et donc la réponse n'était pas évidente, c'est-à-dire que pour essayer d'y trouver une réponse, on s'est plutôt porté vers l'observation d'autres disciplines. Et donc, dans l'école d'architecture de Nancy, dans ces années-là, on portait un regard sur la sociologie, l'anthropologie, sur la philosophie, l'économie. Et on réinterrogeait les mathématiques, on réinterrogeait la géométrie, la topologie, la mécanique, surtout. Et on apprenait surtout à apprendre et à comprendre l'histoire de l'art, de la peinture. Et moi, mes enseignants, c'était des gens comme Stanislas Fischer, qui, par exemple, avec qui on passait des après-midi à regarder les tableaux d'Uccello. Ou alors, c'était des gens comme Guy Nezo, avec qui on allait relever tous les jardins ouvriers autour de Nancy. Ou alors avec Sarfati, qui nous expliquait toutes les plantes qui poussaient dans le parc Güell de Gaudi à Barcelone. Ou alors encore des gens comme Philippe Boudon, qui, par exemple, avec qui on essayait de comprendre et d'analyser tous les textes du nouveau roman de Georges Perec en passant par Rob Grillet. Et donc, ce qui fait que c'était sans doute à travers ces disciplines qu'on pouvait peut-être comprendre ce qu'était l'architecture, puisque l'architecture, c'est peut-être aussi la rencontre de toutes ces disciplines. Et ce qui fait que c'était plutôt un enseignement qui était proche de la question plutôt que de la réponse et de l'interrogation plutôt que de la solution. Donc c'était pour moi une démarche à laquelle j'adhérais totalement et à laquelle je suis resté très fidèle. Donc en fait, pour moi, je veux dire, il y avait une question qui effectivement m'interrogeait un peu parmi les 40 questions que Charlie m'a envoyées là. Il y en a une qui était un petit peu étonnante et qui était
mais qu'est-ce que c'est qu'un bon architecte? En fait, je pense que la réponse est dans la question. Je crois qu'un bon architecte, c'est un architecte bon. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui aime les gens, qui est attentif aux gens, et vous aurez tout de suite compris qu'un mauvais architecte, du moins un bon architecte, c'est quelqu'un qui aime les gens, et que peut-être, à contrario, un mauvais architecte, c'est peut-être quelqu'un qui n'aime que lui-même. Donc, par contre, je n'oserais pas me lancer ce soir dans qu'est-ce que c'est qu'une bonne architecture et qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise architecture. Parce que là, je pense que la question est beaucoup plus délicate à traiter, et donc ce soir, c'est plutôt en vous d'en juger. Donc moi, mon propos, donc un petit peu, après vous avoir expliqué la manière dont j'ai été vers ces études d'architecture et comment je les ai perçues, je crois que je vais essayer de vous parler un petit peu de ce que je fais et de la manière dont fonctionne une agence, dont fonctionnent mes projets et dont fonctionnent mes préoccupations. Et donc je crois que tout projet est quand même issu d'un très long processus, c'est-à-dire que c'est un processus qui rassemble énormément de partenaires, peut-être très différemment que par rapport à une école, où on est souvent confronté dans une espèce de confessionnal entre un enseignant et un étudiant. Et donc c'est quand même le résultat d'une démarche très complexe et qui combine beaucoup de certitudes et de doutes, d'affirmations et d'hésitations. Et c'est finalement un projet, c'est rassembler dans un objet unique des pensées multiples. Et des pensées multiples et variées. Parce que je crois que ce serait une erreur de croire que nous partons d'une page blanche. C'est-à-dire que pour moi, au départ, tout est déjà là. C'est-à-dire que le site est déjà là, les gens sont déjà là, leurs idées, leur représentation du projet. Chacun s'est fait une représentation du projet qui va se faire. L'architecte s'est aussi fait une représentation du projet. Et donc tout ça, ça constitue un ensemble assez complexe. Alors par exemple, certains vous diront, oui, mais finalement, un architecte, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est un véritable chef d'orchestre, quoi. Je veux dire qu'il va essayer de diriger tout ça de façon très harmonieuse. Mais je pense qu'il y a une erreur. Parce que dans un orchestre, il y a une très grande différence, c'est que dans un orchestre, déjà, chaque musicien accorde son instrument. Et qu'en plus, je veux dire, les instruments, on les accorde tous entre eux, et qu'au départ, donc, tout le monde est déjà accordé sur un même son, sur un La ou sur quelque chose. En architecture, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la partition, elle n'est pas écrite, c'est quand même complique un petit peu les choses, mais ensuite, je crois qu'il y a beaucoup plus de désaccords et de tensions et de contradictions dans l'énoncé des choses, dans l'énoncé de la question, que dans la solution qu'on essaye de trouver quand on dirige un orchestre qui est déjà préharmonisé. Donc finalement, nous, on part plutôt d'une certaine cacophonie, quoi. Je veux dire, dans laquelle il nous est demandé de mettre une certaine harmonie. Donc je crois que on n'est pas des chefs d'orchestre, on est des gens qui devons choisir, décider, qui devons observer, traduire, comprendre les choses et surtout les observer. Alors c'est vrai que l'architecture, bon, c'est l'expression, le témoignage d'une culture, et en un lieu et en un moment donné. Et c'est pour moi ce qui compte le plus, c'est cette idée de lieu et de moment donné. Et à mon sens, elle ne peut être que contextuelle, et surtout, elle ne peut pas être universelle. Elle ne peut être que contextuelle, et elle doit être proche. Alors ce mot proche, il a beaucoup de sens. C'est-à-dire que c'est sans doute un mot qui... Si par exemple je vous dis que l'hiver est proche, je veux dire tout le monde comprend de quoi je parle. Tout le monde comprend que je parle d'une certaine durée, d'un certain temps, et que ce sera bientôt l'hiver. Par contre, si je vous dis que la mer est proche, on voit bien qu'il ne s'agit plus de la durée. Il s'agit forcément d'autre chose. Il s'agit de la distance, il s'agit de l'espace. Donc, le temps d'un côté et l'espace de l'autre, c'est effectivement, pour nous, c'est la matière première avec laquelle on travaille. Puisqu'on ne fait rien d'autre que de créer des espaces dans un temps donné et à un moment donné. Mais si, par exemple, je dis que je me sens proche de quelqu'un, je ne parle plus de temps, je ne parle plus de durée, je ne parle plus d'espace, mais j'ai plutôt tendance à parler de partage, de compréhension, de familiarité, de complicité.
C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui m'intéresse, et c'est cette dimension qui m'intéresse dans l'architecture, c'est celle de la proximité en tant que partage. Et donc, ce que je revendique et ce que je vise, c'est une architecture proche. C'est-à-dire c'est une architecture qui est proche du lieu, qui est proche du temps dans lequel on est, et qui est proche des gens. Alors, vous allez me dire, bah oui, d'accord, mais comment? Alors, je vais essayer de vous montrer comment. Je vais essayer de vous montrer comment. C'est-à-dire que je crois qu'il existe des règles qu'il faut assimiler, je pense qu'il y a des conventions qu'il faut apprendre, et il y a des modèles qu'il faut comprendre et des références qu'il faut analyser. Donc, je vais vous montrer, à travers quelques projets, comment moi je fonctionne par rapport à ces règles et par rapport à ces notions, en vous expliquant, vous voyez, vous l'avez reconnu, c'est Zoé, celle qui travaille le moins à l'agence. Donc, je vais essayer de vous parler de quelques projets. En étant et de me faire signe, hein, de temps en temps, il me fait moins 5, moins 10, moins 3, que je sache. Je crois que je vais mélanger mes papiers. Non. Donc, concevoir un espace, c'est avant tout donner du sens au lieu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de qualifier, de quantifier, de lui donner des dimensions et des mesures. Je crois que l'essentiel, c'est surtout de lui donner, d'être attentif à la valeur d'usage de cet espace. Et c'est peut-être ce qu'on a essayé de faire dans cette école de Desvillers, qui date déjà d'assez longtemps, donc une école en bois de 2 classes. Et donc dans cette école, avant de commencer de travailler sur ce projet, moi je me suis intéressé à aller voir ce qui se passait dans une cour d'école maternelle, parce que je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, moi, une maternelle. J'ai jamais été à la maternelle. Et donc j'ai vu tous les gamins rentrer dans la cour avec les parents, comme ça, tout ça. C'était sympa, ça bougeait, ça, dans tous les sens. D'un coup, c'était 8h30, ça a sonné, et une porte qui s'est fermée, et d'un côté de la porte, il y avait tous les gamins qui pleuraient, et de l'autre côté de la porte, il y avait tous les parents qui pleuraient. On s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas faire une école maternelle de cette façon-là. Donc on sait c'est bien quand même la valeur d'usage. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à dire, bon, on va peut-être pas faire une porte à cette école. Donc on n'a pas fait une porte, on a fait un seuil, 2 seuils, 3 seuils, 4 seuils, 5 seuils, 6 seuils, 7 seuils. Donc on a fait des seuils successifs comme ça, une première porte, une deuxième porte, une troisième porte, une quatrième porte, une cinquième porte. Et ça a donné une école comme ça. Donc avec 4 ou 5 façades, une première par un petit grillage, une deuxième avec des arbres qui maintenant ont poussé, une troisième avec des petits poteaux, une quatrième avec une façade menuisier avec un banc filant, puis une cinquième façade qui était la façade ici menuisée, et puis une sixième façade qui était la façade intérieure, qui fait qu'effectivement, quand on était dans cette école, on avait aussi un petit peu le sentiment de ne pas être complètement coupé, parce que c'est quand même cette coupure qui était gênante, c'est-à-dire ce passage de l'univers familial à l'univers de la collectivité. C'est-à-dire que c'est ce genre de dispositif qui nous intéressait beaucoup d'expérimenter, puisqu'on est quand même toujours un petit peu dans l'expérimentation. Une autre réflexion, donc, c'était par exemple cette idée d'ordre. C'est-à-dire que dans une école, il faut que les choses, qu'il y ait une certaine discipline, quoi. Je veux dire, donc on s'est dit, bon, il faut aussi que nous, on invente une charpente qui ait une certaine discipline. Donc on n'avait pas envie de faire une charpente qui soit une charpente avec des pièces diagonales dans tous les sens. Donc on a décidé comme ça, comme un a priori, de faire une charpente qui soit entièrement octogonale. Donc il n'y a pas une seule pièce diagonale, toutes les pièces sont octogonales et aucune ne vient déranger l'autre ou ne vient perturber l'autre. Et donc chaque pièce se respecte comme ça semble l'une derrière l'autre. Après on a fait des meubles, des grands meubles comme ça. Et puis on a fait des garde-corps avec des petits trous dedans. Et les petits trous, on a récupéré toutes les rondelles pour faire les porte-manteaux et les butées de porte. J'ai encore beaucoup de rondelles chez moi d'ailleurs. Donc les rondelles des garde-corps, parce que mon menuisier avait décidé de percer les trous un par un à la scie cloche. Donc je me suis retrouvé avec des caisses complètes de rondelles. Donc si vous avez des meubles à caler, vous m'en parlez, je vous amènerai ça. Voilà. Une école.
les matériaux. Mais bon, souvent, en fait, on n'est pas... on est aussi rarement devant une feuille blanche, effectivement, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, on est souvent en train de travailler sur des bâtiments qui existent déjà, qui sont déjà là, et sur lesquels ils ont déjà une histoire assez longue. Par exemple, cette IUT à Épinal, qui était une ancienne école normale, pendant à peu près 50 ans, ils n'ont pas arrêté de lui rajouter des petits trucs. Une oreille d'un côté, un bras plus long de l'autre. Disons que c'était une cacophonie complète, effectivement, au niveau du terrain. Et donc, le jour où il a fallu étendre ce bâtiment, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est faire un concours d'architecture parce qu'ils ne savaient plus comment l'étendre. Donc, c'est un projet sur lequel on a travaillé. Et donc, rupture et continuité veut dire aussi que par rapport à ce genre de bâtiment, il faut savoir conserver un petit peu son histoire, conserver les traces de son histoire, et en même temps, on ne peut pas être complètement en rupture, donc il y a des continuités à assurer par rapport à ce bâtiment existant. Et donc la question était effectivement de ce rapport entre les matériaux, et on a finalement pris la décision par rapport aux deux ailes, puisque c'était un bâtiment qui était un peu en âge, de prolonger ces deux ailes. Mais les ailes qu'on a prolongées, on les a aussi entièrement rhabillées avec un nouveau matériau, en conservant les fenêtres là où elles étaient. Et donc ici, vous avez la partie existante du bâtiment, jusqu'ici, et la partie prolongée de chaque côté. Et donc, ceci organisé autour d'une cour intérieure, avec une modification du bâtiment existant pour lui amener de la lumière, plus la création au fond de la cour, donc à l'opposé d'un amphithéâtre avec tous les services. Donc c'est un projet qui assure aussi une relation au programme, puisqu'il y avait deux départements, donc deux ailes de département, ça allait bien, avec donc des dessertes par des coursives vitrées intérieures. Ces deux départements, donc ça tombait très bien, parce que ces deux départements, il y en a un, c'est maintenance industrielle, et l'autre, c'est technique commerciale. Donc il y a ces deux coursives. Dans une coursive, il y a 95% de filles, et dans l'autre coursive, il y a 95% de garçons. Et donc ils vont dans leur salle de cours, ils se retrouvent dans la cour. Mais moi, je n'ai pas pour l'instant les statistiques sur le nombre de couples qu'on a réussi à former grâce à ce dispositif spatial, mais apparemment, ça a très très bien fonctionné. Ça, c'est la transformation de l'existant. Règle et exception. Alors, règle et exception, parce que à un moment donné, par exemple, ici, il s'agit de la construction d'un bâtiment de 50 logements dans Paris intramuros, et fatalement, tout le monde pose la question, mais quand on construit un bâtiment dans Paris, se pose la question de l'intégration urbaine. Or, pour moi, l'intégration urbaine, c'est sans doute pas la morphologie, c'est sans doute pas... bon, c'est peut-être le gabarit, mais je crois que la vraie intégration, et la seule dont on peut parler, c'est celle qui est un peu culturelle. Et donc ici, pour construire ce bâtiment dans ce quartier haussmannien, on s'est intéressé surtout, non pas au vocabulaire, mais plutôt à la grammaire. C'est-à-dire dans les bâtiments haussmanniens, il y a des caractéristiques assez frappantes. C'est que notamment, par exemple, le dernier étage glisse sur l'étage inférieur, et le rez-de-chaussée monte sur l'étage supérieur. Donc dans le bâtiment que nous avons créé, c'est ce que nous avons fait. Nous avons repris la même typologie de fenêtres ici, mais on les a remontées sur cet étage en le séparant. Et de même, en rez-de-chaussée, on est remonté jusqu'au premier étage. Donc c'est pareil, il y a des toits à la mansarde, donc c'est une réinterprétation des toits avec notamment, par exemple, le gabarit parisien de 6 mètres à partir de 21 mètres. Mais comme il y a des nouveaux matériaux, on les a plutôt utilisés dans leur performance, c'est-à-dire que comme c'est un rayon de courbure, eh ben, on a courbé la toiture. Et on a aussi réinterprété, par exemple, l'idée de l'angle, puisque ici, dans ce boulevard Diderot, en fait, il ne s'agit pas d'un bâtiment proue, il s'agit simplement d'une interruption du boulevard par rapport à la gare de Lyon. Et donc, on pensait qu'il ne s'agissait pas de faire, comme dans ces immeubles, une rotonde comme ça, mais plutôt une articulation comme un gond de porte, comme une charnière, comme si le bâtiment s'était replié pour laisser la place à la gare. Donc voilà la manière dont l'angle se dessine. Un autre travail sur ce bâtiment était aussi sur l'idée de la fenêtre. Alors c'est vrai qu'on avait vu Cisa à Berlin, on avait vu des choses comme ça. Et ici, faire un bâtiment sur un boulevard, c'est forcément ne pas faire des loggias, puisque ce boulevard est très fréquenté. Donc c'était plutôt de retravailler sur la fenêtre comme un espace en soi, comme un lieu, comme une pièce habitée. Et donc cette fenêtre est un peu conçue comme un beau window rentrant, donc qui s'inscrit dans les séjours entre la façade extérieure et la façade intérieure, avec une partie ouvrante, deux parties ouvrantes maintenant, et des petits garde-corps, et une vue orientée. Donc il y a plusieurs choses, il y a la vue, le regard, la ventilation sur la même fenêtre qui se décline dans un dessin de cette fenêtre.
Le troisième élément sur lequel on a travaillé, c'est la modification de la façade dans la journée, c'est-à-dire que cette façade est en pierre avec des tailles dans la pierre, qui fait qu'on a aussi un relief très important. C'est-à-dire ces immeubles très massifs comme ça, on ne savait pas les faire. Donc on voulait aussi, nous, qu'on ait cette massivité, et cette massivité, on l'a obtenue plutôt en taillant la pierre ou en l'assemblant de façon assez plate et avec juste quelques petits reliefs, plutôt que de décomposer comme des feuilles, comme vous pouvez les voir dans les projets de Siriani à un certain moment. Donc ici, vous avez le matin une ombre qui est un peu particulière sur cette façade. Et là, les vues intérieures, le traitement des angles, le traitement de la cour intérieure, avec les cages d'escalier dans la partie la plus épaisse du bâtiment. Et pour ce qui est de cet autre projet, donc limite et espacement, c'était aussi une expérience assez intéressante. Il s'agissait pour nous de travailler pour un transporteur qui possédait 500 camions, avec bien sûr 600 remorques, et il avait acheté un terrain de 10 hectares. Et sur ce terrain de 10 hectares, quand on est arrivé, il n'y avait rien. On ne savait pas à quoi s'accrocher. Donc le problème, c'était finalement plus, non pas de construire des bâtiments, mais de gérer l'espacement entre chaque bâtiment. C'est-à-dire de créer des lieux par rapport au vide. Et parce qu'en fait, c'est comme la ville. Quoi. Je veux dire, la ville est constituée de vide, elle n'est pas forcément constituée de plein. Et donc, c'est à partir de là qu'on a travaillé. C'était un client excessivement rigoureux, très minutieux. Et donc, moi, j'ai passé plus de 100 réunions avec lui pour essayer de comprendre ce qu'il voulait. Et parce qu'il était d'une précision inouïe. Alors moi, je faisais toutes les autoroutes, je photographiais tous les camions, je mesurais les camions dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est aussi un travail passionnant de l'architecte. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne connaissais rien, moi, au camion. Après ce projet-là, je connaissais tout au camion. Je connaissais tellement de choses sur les camions que je me suis aperçu au bout d'un certain temps, bien après d'ailleurs, 5-6 ans après, que finalement, les bâtiments que j'avais dessinés, bon, bien sûr, j'avais utilisé les bardages de camions, parce que ça me plaisait bien, les bardages qu'on trouvait sur les camions. Donc, j'ai fait ces bâtiments avec les mêmes matériaux. Mais j'ai même dessiné ces bureaux comme une cabine de camion. Et ça, j'ai découvert ça après, tellement je pense que j'étais imprégné de cette idée-là. C'est-à-dire qu'ici, bon, il y a la calandre. Derrière la calandre, il y a le moteur. C'est-à-dire le moteur, c'est les gens qui travaillent, en fait, dans les bureaux. De chaque côté, il y a les clignotants. Ensuite, là, il y a un pare-brise là-haut. Et ici, il y a le bureau du PDG et du PDG adjoint. Donc, il y a le chauffeur. Bon, c'est vrai, le chauffeur à droite. Et en plus, dans ce bureau, on rentre sur le côté, comme dans un camion. C'est quand même étrange, quoi. Et je vous jure, c'est vrai, j'ai pas fait exprès. Hein. Eh bien, c'est comme ça. Comme quoi, on peut même avoir des surprises. Hein. Donc, béton, baies vitrées, technique. Et l'intérieur, alors les camions, vous êtes déjà monté dans un camion. C'est incroyable. Dehors, c'est super costaud, ça brille. C'est nickel, c'est des reflets. Et dedans, c'est un vrai salon de thé. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est un salon de thé. Donc l'intérieur, je lui ai fait un salon de thé. Et donc, ça marche impeccable. Voilà. Donc l'intérieur, c'est plutôt doux, feutré, des matériaux un peu plus chauds, ou des contrastes de matériaux comme ça, qui brillent aussi un petit peu. Et c'est le genre de projet dans lequel on a la chance de dessiner tout le mobilier. Quoi. Alors on est aussi de temps en temps confronté à des projets un petit peu plus complexes, qui sont notamment l'association de programmes beaucoup plus complexes où il faut assurer dans un même bâtiment des garages, une administration, des bureaux, un hôtel, une école. Donc c'est le cas de l'école des cadres territoriaux à Nancy. Donc il y a un bâtiment qui superpose plusieurs types de programmes. Et il fallait pour ce bâtiment-là rechercher une structure qui soit adaptée à effectivement ces types de programmes qui sont dimensionnellement très différents, puisqu'une chambre ça fait plutôt 3 mètres, une salle de cours ça fait plutôt 10 mètres. Donc on a, par rapport à ce bâtiment, inventé une structure béton également, mais qui permettait dans une certaine unité d'avoir cette multiplicité du programme, avec notamment ici la partie administrative, les amphithéâtres, les salles de conférence et les chambres ici, donc qui redonnent une certaine unité à l'ensemble par le traitement des façades et par le traitement aussi de la structure intérieure. Donc c'est un bâtiment qui lui est très orienté aussi par rapport au Bras Vert, qui est un petit fleuve qui passe là le long à Nancy, donc avec une grande terrasse à l'italienne. Et aujourd'hui, ils se sont cachés derrière des bambous, on n'a pas compris pourquoi, mais bon.
Je veux dire, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'administrations qui essayent de se cacher. Et l'intérieur du bâtiment est un lieu creusé, quoi. C'est un hall un petit peu comme Charoun, comme ça, je veux dire, comme quand on va à la Philharmonie, comme ça, un lieu entièrement creusé à l'intérieur du bâtiment, et qui rassemble toutes ces fonctions, c'est-à-dire où on a la perception à la fois des continuités, des pièces vers lesquelles on va aller, mais aussi, depuis ce hall, par exemple, on perçoit toute la hauteur au-dessus, qui est construite au-dessus de soi, avec notamment des puits comme ça, qui montrent que là-haut, il y a encore des choses qui se passent, et notamment des chambres. Ça, c'est la bibliothèque. Et un travail très particulier sur la chambre, puisque c'est des stagiaires qui viennent dans cette école. Donc un travail qui fait que quand on rentre dans la chambre, on ne voit surtout pas le lit, avec un travail de mobilier sur la salle de bain, l'entrée, la fenêtre, le bureau. Alors, dedans, dehors, une maison de retraite. On ne dit plus maison de retraite aujourd'hui, je m'excuse. On dit maison d'accueil pour personnes âgées, oui, MASPA, maison d'accueil de santé pour personnes âgées. Alors moi, les maisons d'accueil pour santé pour personnes âgées, j'aurais préféré les construire sur les parkings des supermarchés. Je trouve que ce serait mieux, quoi. Mais là, j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai quand même accepté ce projet. Hein. C'est difficile de refuser parce que c'était un endroit très magique. Et parce que c'était construit dans un enclos. Donc c'est effectivement face aux pâquerettes. Bon, les pâquerettes. Donc à côté du château de Gy, en Haute-Saône, et donc un magnifique enclos, tel qu'on en fait faire aux élèves de deuxième année dans cette école. Ils en ont un souvenir. Et donc dans cet enclos, constitué de beaux murs en pierre comme ça, on s'est dit, bon, c'est vrai que c'est quand même un peu l'enfermement, cet enclos. Donc, tout le travail était sur la relation un petit peu du dedans et du dehors, et d'essayer de faire en sorte que cette maison de retraite ait une relation à cet enclos un petit peu plus riche, avec le fait de mettre dans le bâtiment, notamment peut-être des extérieurs, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même du bâtiment, on a des extérieurs qui sont ces jardins ici, et on a aussi des transparences qui sont organisées entre les deux parties de l'enclos, qui permettent à tout moment d'être à la fois dedans et à la fois dehors par rapport à ce lieu, quoi. Donc la coupe sur le bâtiment, donc avec cet enclos qui descend avec une pente, et puis ici une réserve pour venir construire en plus une vingtaine de chambres par la suite, sans être obligé de faire une extension du bâtiment autour du bâtiment ou dedans. Donc voilà ce bâtiment. Donc c'était aussi un petit peu dépasser les conventions, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que c'était peut-être un travail sur les couleurs. C'est peut-être pas forcément de dire que les maisons de retraite, c'est forcément du beige, du blanc et du gris, quoi. Donc nous, on a mis à l'intérieur des sols rouges, des murs oranges et des tables violettes. Donc voilà. Les chambres, c'est aussi un travail sur la chambre, proprement dit, c'est-à-dire pendant un certain temps, je ne voulais plus faire de maison de retraite parce que les programmes étaient tellement contraignants dans la dimension de la chambre. Ici, dans cette maison de retraite, on a fait des chambres beaucoup moins larges, c'est-à-dire 2,50 m à peine, et on les a fait de 7 mètres de long pour que les personnes âgées ne mangent pas la tête en regardant le mur, pour que le lit ne soit pas l'emplacement autour duquel la famille se réunit. Donc c'est une chambre qui est vraiment dessinée très différemment. Alors cet enclos, il s'appelait, ils ont changé le nom d'ailleurs, c'était très joli, ça s'appelait au potager. Et puis après ils ont eu peur, ils se sont dit ouais mais ça va faire au pot-âgé. Alors finalement ils ont décidé de l'appeler le verger. Bon, ça ne me gêne pas beaucoup, hein. Voilà l'ambiance. Donc moi j'aime bien parce que comme ils ne peuvent pas sortir beaucoup, c'est quand même bien de leur montrer que de temps en temps il neige dehors, et donc on a fait des endroits où il neige dans le bâtiment, sans qu'ils soient obligés d'aller voir dehors s'il neige ou s'il pleut. On a fait, comme je disais, des couleurs un petit peu différentes de celles qu'on trouve dans les maisons de retraite, donc un bâtiment très linéaire. Et eux, ils ont continué avec la couleur, ils ont acheté des verres bleus, c'est très bien, on est très contents. Ils servent des jus d'orange, on peut y aller, c'est très sympa. Et puis ça, on peut faire ce qu'on veut, on le met où on veut, ce petit volet, donc ça fait un petit garde-corps. Alors, c'est vrai que je travaille souvent sur tous mes bâtiments, j'essaye de les travailler effectivement assez souvent à partir de la structure. C'est-à-dire la structure et l'ambiance, c'est-à-dire que la structure, il y a une continuité entre ces deux éléments. Donc entre structure et ambiance, là, il s'agissait d'un restaurant universitaire à Belfort sur lequel on devait... Il me reste combien de temps, Charlie?
5-10 minutes, sur laquelle on avait 2 programmes. Un grand hall pour réunir tous les étudiants de cette université et un restaurant universitaire. Donc ce grand hall, c'était un lieu de fête, et donc ces 2 éléments sont superposés. Donc ça, c'est le plan, l'esquisse du rez-de-chaussée, du hall. Donc il y a un grand hall de festivités, une salle des fêtes en bas, et un restaurant universitaire au-dessus. Donc la structure, c'est une structure en pont, c'est-à-dire que c'est finalement la salle elle-même, avec sa dalle haute, sa dalle basse, qui passe la portée des 28 mètres de la salle des fêtes en dessous. Alors, donc ça constitue une grande poutre. Et donc cette grande poutre, si vous voulez, on ne l'a pas fait innocemment, parce que dans un restaurant universitaire, on s'est dit la chose suivante, on va leur faire une belle salle, et qu'est-ce qui va nous arriver? À tous les coups, dans 2 mois, ils vont venir avec des petites jardinières, ils vont venir avec des petites pergolas en plastique imitation bois, avec un petit peu de foliaire comme ça, et ils vont me faire des box partout. Donc je me suis dit, hop, top là, avant qu'ils fassent les box, je vais les faire moi-même. Donc c'est pour ça que je leur ai mis des murs partout, et que donc c'est ces murs-là qui font qu'on fait travailler la dalle haute et la dalle basse en compression et la dalle haute en traction. Donc voilà le plan du rez-de-chaussée, la grande salle, la grande portée, le plan de l'étage, avec au départ une séparation en 2 qui n'existe pas, et tous ces petits murets qui se promènent et qui font des coins dans cette salle à manger. La coupe, la salle du bas, et voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, tout ça c'est combiné aussi avec je veux dire, on aime bien, nous les architectes, faire d'une pierre 2 coups, d'une pierre 3 coups, c'est-à-dire qu'on est meilleur que les lessives, nous. C'est-à-dire qu'on fait la couleur, la lumière, l'ambiance, tout avec le même truc, et même sur ces panneaux-là, on a fait l'acoustique de l'autre côté, ce qui permet d'avoir une salle où on n'entend pas les fourchettes. Et l'avantage, c'est bien sûr qu'on mange au niveau des branches des arbres, ce qui est très très sympathique. Voilà. Entre chien et loup. Alors, calage, cadrage. Ça aussi, hein, vous connaissez calage, cadrage. Pourtant, ça ne se voit pas beaucoup autour de chez nous, hein, calage, cadrage. Je veux dire, vous les connaissez, ces petits pavillons, quand même, sur leur taupinière, comme ça. C'est-à-dire avec l'autoroute, hein, l'autoroute qui descend, là, en dessous, qui va, là, qui plonge. Et la butte, avec le grand escalier, qu'on ne monte jamais, d'ailleurs. Personne n'y va dans cet escalier. Donc, c'est vrai que ce calage, il est important. Donc là, nous, on a quand même, nous, dans les Vosges, de temps en temps, des paysages qui sont un peu sublimes. Et donc, pour cette maison, c'était un travail entre le calage au sol, un terrain très en pente, et le cadrage, puisque la vue était, comme on dit, imprenable et assez magnifique. Donc, c'est un projet qui, sur ce terrain en pente, fonctionne de 2 manières. C'est-à-dire qu'il y a des murs dans le niveau bas du bâtiment qui viennent soutenir le terrain. Et dans le niveau supérieur, on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on a 2 murs sans aucun mur dans l'autre sens, et qui donnent la vue, puisque c'est quand on est un peu en hauteur qu'on a cette vue, et qui donne la vue sur le paysage. Donc cette maison, on a travaillé sur des maquettes, et chaque endroit de la maison, chaque percement dans ces murs est étudié par rapport à une fonction, étudié par rapport à une vue. Donc ici c'est un petit bureau, ici c'est une pièce pour manger le matin, ici c'est la terrasse du salon le soir, et la coupe toujours avec donc une gradation par rapport à la hauteur des niveaux. Et l'intelligence des gens qui est de dire on ne va pas faire une autoroute, on va peut-être plutôt effectivement garer nos voitures juste à l'abri, parce que de toute façon nos voitures elles sont étanches, donc c'est peut-être pas la peine non plus franchement de les enfermer. Et en plus les voitures démarrent bien le matin, même dans les Vosges, il n'y a pas de problème. Donc ils ont accepté ce genre de discussion et ce genre de décision qu'on a pris avec eux. Et ensuite on a proposé une toiture faite uniquement de pièces de bois parallèles, donc qui constituait le plafond de cette maison. La propriétaire ne voulait pas de bois, hein, mais bon, une fois que le bois était là, elle ne voulait pas qu'on le cache. D'ailleurs, on le savait avant qu'elle ne le dise. Mais de temps en temps, quand même, il faut attendre un peu, quoi. Il faut quand même laisser les choses se faire. Et puis, donc, ça propose ce genre de cadrage, grâce à une implantation qui est peut-être un tout petit peu travaillée, mais qui est un minimum pour n'importe quel architecte. La petite pièce où on déjeune le matin, à l'est, est le premier hiver.
C'est bien de temps en temps de se taire. Hein. Non, là je parle plus. Non, je réfléchis. 5 minutes? Non, mais on n'est pas toujours obligé de parler. Hein, de temps en temps. Ah là, j'ai envie d'en parler, là. Ça, j'ai vraiment envie d'en parler. Vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est vraiment une aventure. Je suis tombé amoureux de ce bâtiment. Et donc, je l'ai acheté. Et donc, c'est étonnant. C'est bien sûr, c'est un silo. C'est pas écrit dessus, mais c'est silo Villegrain, à Nancy, au bord d'un canal. Et donc, quand ils ont construit ce bâtiment dans les années 30, tout leur problème, c'est qu'ils construisaient un bâtiment industriel et il fallait que ça ressemble à des logements. Et aujourd'hui, tout mon problème, c'est que moi, je fais des logements, il faut que ça ressemble à un bâtiment industriel. Comme quoi, de temps en temps, l'histoire, hein, pas facile. Et donc, c'est pas facile. Vous voyez, cette façade était quand même magnifique, très composée, très, comme ça, un vrai château, quoi. Presque un château. Bon, derrière, c'était un petit peu... Mais bon, j'aime bien ce côté-là. Mais maintenant, je veux dire, il faut savoir faire des fenêtres là-dedans, hein, parce que je veux dire, habiter un silo, c'est pas toujours évident, quoi. Alors, on peut encore utiliser un silo pour mettre l'ascenseur, l'escalier, mais quand même, les chambres... donc, on a cherché. Les trous, ils étaient très beaux dans cet état. Il ne faut pas perdre ça, parce que ça, c'est quand même un patrimoine qui m'intéresse. Des trémies, des plafonds, des poudres, des machins. Donc on fait des petites esquisses, on fait des maquettes, on réfléchit au percement, on essaye de voir pour ne pas faire des fenêtres qui ressemblent à des fenêtres. Donc c'est un petit peu ça le travail sur ce projet. Donc on essaye d'utiliser des menuiseries qui soient des menuiseries un petit peu élégantes, avec un découpage qui ne soit pas forcément très économique, mais au moins qui satisfont à l'ambiance du bâtiment, ou de redessiner des éléments comme des éléments verriers, par exemple ici, qui sont plus issus de l'industrie, quoi. Au début d'ailleurs, on voulait faire un truc un peu moderno comme ça, mais on a renoncé complètement, on s'est dit, il vaut mieux faire un truc un peu pas bien. Oui, vous voyez ce que je veux dire par un peu pas bien? C'est-à-dire nickel chrome, quoi. Vous voyez ça? Ça c'est bien parce que c'est un peu pas bien. Compliqué, hein, de temps en temps. Hein. Je vais terminer sur ce projet parce que c'est celui qui m'a le plus occupé ces derniers temps. Et donc, c'est un collège. Et donc, le projet, un beau collège. Vous avez tous été dans ce genre de collège, moi aussi. Mais il faut le reconstruire parce qu'il se casse la gueule. Il ne se casse pas la gueule, mais la seule chose qu'on sait au moins, c'est que s'il y a un coup de vent, aucun ingénieur ne veut calculer s'il va se coucher ou pas se coucher. Et puis la deuxième chose qu'on sait, c'est que quand on est dans cette pièce-là, on entend celui qui est dans cette pièce-là. Donc ils ont dit, bon, c'est rien à faire, hein. Il faut qu'on fasse quelque chose, on va le changer. Donc nous, on a décidé, vous voyez, il marche bien, c'est impeccable son fonctionnement. Vous avez un hall, vous allez dans un bâtiment, dans un couloir central, vous allez dans un autre bâtiment, dans un couloir central, vous allez dans un autre bâtiment, dans un couloir central. Et puis au fond de la cour, vous mettez les étudiants ou élèves un peu moins bons que les autres dans un atelier. C'est comme ça qu'on faisait les collèges. On s'est dit, bon, on les fait faire du sport aussi. Alors ils ont lancé un concours, on a dit, il faut reconstruire ce collège. Et donc nous on a dit, ben oui, mais nous on ne veut pas, forcément, tout le monde s'est dit, ben on va construire le collège à la place du terrain de sport, et quand le collège sera construit, on détruira l'autre, et quand l'autre sera détruit, on fera le terrain de sport ici. Mais manque de bol, il y a une rue là. Et un collège, pour moi, ça doit être sur la rue. Ça ne doit pas être au fond des petits pavillons. Donc on a proposé autre chose. On a dit, ben non, ben tant pis, nous on va construire le collège comme ça. Tout ce qui est vide, on va le remplacer par du plein. Et puis une fois qu'on aura fait ce collège, eh ben, tout ce qui est plein, on va le remplacer par du vide. C'est quand même facile. Vous voyez? Un patio à la place du gros bâtiment, après une petite courette, un petit jardin pour la demi-pension, des petits trous pour faire rentrer la lumière dans les ateliers, un amphithéâtre, des petits logements de fonction, et voilà, le collège est là où il était. C'est un grand avantage d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu 2 collèges. Oui, il y avait 2 collèges.
Donc c'est assez complexe. Hein. Je dois vous dire que c'est quand même, je ne vais pas vous faire le détail des pièces, il y a plus de je ne sais pas combien de pièces, mais quelques éléments remarquables. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4 cages d'escalier, un amphithéâtre, un foyer pour les élèves, les ateliers. Ils ne sont plus au fond de la cour, les ateliers, comme par hasard. Et ici, la demi-pension. Donc en gros pour le fonctionnement. Mais la question c'était sans doute, bien sûr, comment faire cette immense structure. Parce que c'est quand même 1 hectare. Une toiture d'1 hectare, 100 mètres par 100 mètres, 1500 mètres cubes de bois, 150 réunions de chantier, 150 000 lettres, au moins. Je ne vous dis pas. Donc on a travaillé sur des petites maquettes et on s'est dit, bah, finalement, on va faire cette structure avec des colonnes et des chapiteaux, tout simplement. Il y en a d'autres qui appellent ça des poteaux-poutres. Bon, nous on a appelé ça des colonnes et des chapiteaux. Donc ça c'est un peu naïf au départ, je reconnais. Et après, on a commencé à travailler un peu mieux et on a essayé de voir comment on pouvait faire une sorte de nappe proliférante comme ça. Et petit à petit, nous, on savait à quoi devait ressembler le collège. Et donc, on a travaillé sur à la fois la structure, la nappe, les parties pleines, les parties dures, pour arriver à une solution comme ça, qui était de faire la colonne avec 4 poteaux, et puis finalement, le chapiteau avec 2 triples consoles croisées à 90 degrés et moisées sur les poteaux, et une double nappe de panne, qui donc vient ici reprendre les portées avec les porte-à-faux, toujours à 3,60 m. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tous mes projets sont tramés sur 90 dans les 3 dimensions. Donc, quand vous allez sur un de mes chantiers, vous prenez un mètre qui fait que 90, ça suffit. Ça ira. Vous pourrez prendre toutes les mesures. Maquette finale. Et voilà, nos charpentiers au boulot. Très beaux charpentiers. Tous très... Non, tous très bronzés, musclés, c'est l'été, c'est nickel. Donc on assemble. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. On assemble, on lève, et on vient glisser les pannes dessus. On n'est même pas obligé de les couper. Quand elles sont un peu trop longues, ça glisse tout seul. Et voilà, ça constitue la structure. Alors cette structure, bien sûr, elle n'est pas non plus complètement déconnante par rapport au programme. C'est-à-dire que c'est la recherche, effectivement, d'un module. C'est-à-dire qu'on a constaté que dans un collège, les pièces de 50 mètres carrés, 25 ou 75, c'est 98% du programme du collège, à part l'amphi et le foyer. Donc on a dit 25 mètres carrés, donc ça correspond à 25 mètres carrés, avec une portée de 3,60 m. Et à l'étage, on a moins de portée, donc on a fait 7,20 m, 7,20 m de portée, et ici, avec les consoles, on retrouve ici 3,60 m. Donc on n'a pas fait un bâtiment performant structurellement, où il faut aller chercher une entreprise au fin fond de je ne sais pas quel pays, avec des bois de je ne sais pas quel pays, avec une structure de 100 mètres de portée. On a fait un collège de 1 hectare avec 3,60 m de portée. Comme ça, les charpentiers musclés, ils pouvaient porter les morceaux de bois, et c'est important. Voilà, les jeux de panne, les chevrons, et le montage du bâtiment. Donc très proche, à 1 mètre de l'autre, quelquefois même moins, ce qui nous a valu des surprises. Parce qu'effectivement, à un moment donné, le principal m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « Monsieur l'architecte, ça ne va plus du tout ». Je dis « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Moi, ça se passait bien. Moi, je trouvais que ça se passait bien. Il dit « Non, de ce côté-là, vous avez des charpentiers bronzés, musclés. De l'autre côté, vous avez des jeunes filles. Et ni l'un ni l'autre ne travaillent. » Donc, je me suis dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, bien sûr, la solution, on ne pouvait pas voiler les jeunes filles, hein, c'est interdit. Donc, on a voilé les façades. Oui, on a voilé les façades, tout simplement. Seul collège où le voile a été autorisé. Voilà. Je vous le dis. Sympathique. Voilà. Donc là, on commence, vous voyez. Et il me reste 1 minute. Donc, 1 minute pour vous montrer peut-être quelques ambiances. Non, il faut les temps de parole des autres, c'est important. L'amphithéâtre, les détails sur les plafonds avec les occultations, les ateliers, et on continue la construction tout autour. Ils ont un peu souffert, hein, je dois avouer qu'ils n'avaient plus trop de lumière dans les bâtiments autour. Et après, on démolit. Donc là, on a commencé à démolir. Voilà l'ancien collège. Mais on n'a pas tout démoli. À un moment donné, on s'est dit, quand même, non, on ne s'est pas dit pendant le chantier, hein, on s'est dit pendant la conception du projet, que ces structures de l'ancien collège, c'était pas mal non plus de la garder, parce que c'est quand même la mémoire. En plus, on est à Blénaud-les-Pont-à-Mousson, hein, c'est des aciéries. Donc, construire en bois à côté d'une aciérie, mal vu. Donc, on a regardé un petit peu.
Et maintenant, on va faire pousser du bois, des forêts dans ce jardin métallique. C'est très beau d'ailleurs. Donc, vous voyez, les petits tenons, là, ça va nous servir à accrocher les plantes. Voilà. Et les 4 cages d'escalier, donc, c'est les 4 saisons, hein, forcément, quoi. Hein. Le nord, le sud, l'est, non, pardon, l'été, l'automne, l'hiver. Mais c'est aussi le nord, le sud, l'est et l'ouest. Hein. J'avais pris des notes, je pourrais peut-être m'en servir. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous montrer sur ce collège, parce que je n'ai pas le temps de détailler davantage. Mais pour conclure, j'aurais envie de dire 3 choses. Je crois que celle-là est importante. C'est ici. Parce que je veux dire par là qu'il faut comprendre là où on est avant d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que je vous ai remis ici. Et peut-être l'autre chose, c'est que je ne crois pas à l'application, mais à l'expérimentation, que je ne crois pas au génie, mais au travail. Et la dernière chose, c'est merci. Voilà. Voilà. Zoé, vous m'avez reconnu ?